Nous allons lire le poème. Moi, je vais lire le poème en ma langue et Chris va lire le même poème en français. Miss Moué, maman dans le main. Mon problème, c'est ton regard. Miss Wakwa, baba, yes, yes, yes. Maman dans le main. Des regards fuyards, des regards furtifs. Miss Soaya Wakwa, Azodam, Nimian dans le main. Des chuchotements ourdis. Mamia Wakwa, Kwaba Sissi. Ça gringote. Azodam, Wakwaba. Il est question de moi. C'est de moi qu'on parle. Choqué de mes pieds qui ne sont pas comme les leurs. Une dame ne pouvant plus se contenir explose. Mourir aurait été mieux. Mieux vaut avoir un enfant qui décède. Qu'un enfant incapable de se mouvoir. Mon oreille l'a suivi. Ma personne l'a vécu. Ma vie ne vaut pas encore. Je ne suis pas comme eux. Ils se demandent pourquoi j'existe. Pourquoi vivre si je ne suis pas comme eux? Cette différence les gêne. Cette différence les blesse. Cette différence les choque. Et il ne s'arrête pas là. Pour eux, je suis un monstre. Pour eux, je suis un serpent. Pour eux, mon existence ne se doit pas. Pourtant, j'aime comme toi. J'éprouve la joie et le plaisir de vivre. Nous avons plus tué par la langue que nous le font déguerrer par des armes. Voilà comment on concourt à rendre triste, à rendre complexé, déprimé. Non, le handicap n'est pas un problème. Le handicap ne m'a pas aligné. C'est ton regard. Oui, ton regard empreint de rejet. Ton regard empreint de pitié. C'est ton regard, mon problème. Merci.
sibi no bot. tous des humains. Bible sibi no bot. Nous sommes tous des humains. Bible sibi ayene gina moi. Pourquoi ne pas nous tenir par les mains? Dine ne me que deba fam. Pas question de se mettre dans son coin. Ne me que ningu yare mina. Se détacher pour aller vivre loin. Minta nyam minwa. Notre bonheur, c'est l'autre. Tofu unga chia bumam. Peu importe qu'il soit apôtre. Bible sibi bel min tsona namite. Nous avons des sentiments profonds. Bible sibi abmam. Un regard qui en dit long. Bible sibi aworo namintie. Nous avons tous des romans Bible sibi awor no yulzan. qui pénètrent notre corps. Azute wayin wakanu siganima. Pourquoi donc réclamer la différence? Basui muzum wayem kima. Juste pour planter l'indifférence. Asui mi zunum dende. En inventant une hypothétique loi Na mesiki wa. qui dit que l'autre n'est pas moi. Bible sibi no bot. Nous sommes des humains. Bible sibi ajibelat. Nous consommons tous du pain. Bible sibi beli mor biajing. Nous avons chacun des êtres chers. Aboy zin boywa. Pour plusieurs, c'est une mère. Ya yitene be jing bia. Nous aspirons à être aimés. Mor izga yikin be tri zamana be. Personne ne veut être condamné. Ve bibia ya we bot wa fa. Nous faisons du milieu de nous les derniers. Bien tel bois beben toi fa. Qui mène une vie de rejeté. Bine ne fois chaisen. Tout est paradoxal chez nous. Bevoa ben vala ben ka nyinge ba bevoa ne beze. Certains se comportent comme des loups. Veda ujinga ne bor be zamwo. Comme toi qui aimes tant les éloges. Veda wa feri ba e bor bevoa. Afam Enferme les autres dans les loges. wa yimor mwa. Non, tu as besoin d'autrui. Veda ga mor mwa se zampie. Sans qu'il y ait en toi ne lui. Iwa wa yini bor bevoa ba jingwa. Toi qui veux vivre un profond amour. Wo wa yini mor mwa nya nyinga twan. Prépare pour ton semblable un four. Tam tsonu nguni tamasimu. Imagine-toi dans ce monde solitaire. We toi kwa ta te mor min ya nyale. Tu t'imposeras l'obligation de te taire. Tara ke mor we to ne ya zentui. Aucun autre être sur ton itinéraire. Na ke ka ni mor ya nyambambo. Pour témoigner de ta vie exemplaire. We tami tam we bel ne nyazui. Tu devras toi-même traire ta vache. We bodi si andetui. Dans ta maison accomplir toutes les tâches. We komi nwanzui. Tu feras ton lit au petit matin. Tara ke mor asi wa. Sans jamais recevoir de câlin. Ibina zuni nyila ni nyim. Dans ce cas, parlerons-nous de vie. Zibaga ke long wa men tumba. Tu confessionneras un nid Au fond we nyim tara bitum. dans lequel tu vivras sans bruit. Anta we jibi bumbi se we tam. Tu auras pour toi seul tous les fruits. Merci. Bonsoir. La rencontre sur le handicap en Afrique va pouvoir commencer. Vous entendez bien, c'est bon? D'accord. Donc la rencontre sur le handicap en Afrique va pouvoir commencer avec 4 intervenants qui sont ici présents. On va notamment s'intéresser à la problématique suivante. Dans quelle mesure une place est accordée ou pas au handicap, donc à l'environnement dans lequel évoluent les personnes en situation de handicap en Afrique. On va s'intéresser notamment au propos de Marguerite Ewoubé, qui va aborder la question donc, du handicap au Cameroun.
c'est-à-dire à travers le quotidien des personnes en situation de handicap. Y a-t-il des freins? Y a-t-il encore des freins? Y a-t-il des avancées? Nous allons également aborder le handicap avec Madame Romy Angélarchou, qui est la marraine de Semana Mizo. En français, ça signifie, donc, qui est d'origine malgache, et en français, ça signifie le handicap debout. Semana Mizo a 2 antennes donc, à Madagascar, on pourra apporter plus de détails. Et c'est également, Romy Angélarchou est également la coordinatrice de la plateforme de la société civile pour l'enfance à Madagascar. Son propos s'attardera notamment sur les barrières culturelles que connaît encore le handicap donc, sur l'île rouge. Nous avons également parmi nous Joseph Somme 1, qui est chercheur associé, qui a notamment travaillé à l'Union africaine et en ce sens qui a travaillé sur les politiques publiques. Il est engagé sur les questions, plusieurs questions citoyennes, et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acteur des politiques publiques, il a souhaité donc nous rejoindre. Nous avons enfin Bruno Lobé, qui intervient donc sur le handicap en Afrique, à travers son association Umbeki pour la vie. Ce qui sera intéressant avec Bruno Lobé, c'est de voir notamment l'action des diasporas en Afrique dans ce champ-là. D'autant plus qu'il faut signaler que cette rencontre sur le handicap en Afrique a le soutien de l'ADEPT. Et l'ADEPT, c'est une organisation qui intervient donc, qui vient en soutien et qui aide les organisations issues des diasporas concernant leurs actions sur le pays d'origine, qu'il s'agisse de la région de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, des pays du Sud et de l'Afrique. C'est également une rencontre qui est organisée dans le cadre du Festival des Solidarités, qui a lieu sur toute la France, avec une déclinaison à Nantes depuis de nombreuses années, que vous connaissez, avec comme pilote la Maison des Citoyens du Monde. Et j'en profite pour remercier bien sûr l'Espace International Cosmopolis. Donc sans plus tarder, on va commencer par Joseph Somme 1, qui va s'attarder notamment sur les politiques publiques et qui nous présente un diaporama. Merci madame. Bien, bonsoir. Ça marche pas, j'aurais besoin de retrait. Merci. Bien, bonsoir. Comme l'a dit la présentatrice, je vais vous présenter l'état sommaire de l'état des lieux des politiques publiques en Afrique en matière de prise en charge de la question du handicap. Non point que je sois un expert de la question, loin de là, mais comme l'a dit la dame, en tant que citoyen, je suis de ceux qui pensent que s'intéresser aux problématiques des groupes sociaux qui sont mis à la marge d'une société, c'est s'intéresser au cœur de l'action des politiques publiques. Et c'est en cette qualité-là que je me permets cette légère introduction. Alors, le handicap, de qui parle-t-on? Alors, d'après ce que j'ai pu glaner, pour l'OMS, 15% de la population mondiale est affectée par le handicap. Ça veut dire, grosso modo, 15 personnes sur 100, une personne et demie sur 10. Donc, nous sommes tous, plus ou moins, soit handicapés, soit en contact assez proche avec des personnes qui le sont. Et d'après les sources d'une ONG, il y a 10% des personnes en Afrique qui vivraient avec le handicap.
Alors, le handicap, de quoi parle-t-on? Alors, il y a de longs débats scientifiques et intellectuels autour de la définition de ce que serait le handicap et ce que ne serait pas. Grosso modo, je vais présenter 3 approches qui peuvent être retenues. Il y a une approche par les éléments physiques. Le handicap serait la déficience visuelle, ce serait la déficience auditive ou intellectuelle, ce serait des troubles de la motricité. Et puis il y a une approche plus élaborée qui va s'intéresser à la manière dont la personne qui vit avec le handicap interagit avec son environnement socio-culturel. C'est l'approche dite biopsychosociale. Et c'est elle qui est la plupart du temps retenue dans l'énonciation des politiques publiques et par les acteurs publics de la manière dont ceux-ci traitent la question. C'est cette définition qu'a retenue l'ONU lorsqu'il a fallu mettre en place la Convention sur la question des droits des personnes handicapées, qui, refusant d'expliciter dans son préambule, comme elle le fait d'ailleurs habituellement sur l'ensemble des autres droits, ce que serait le handicap, elle a donné une idée en disant que le handicap va se juger à l'aune des interactions que les individus peuvent avoir avec les autres personnes de la société et à l'aune de la manière dont ils peuvent, ces personnes-là, elles peuvent avoir plus de difficultés que les autres à interagir socialement. En précisant que cette notion n'est pas limitative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait la convention en 2006, il y a des choses qui n'étaient pas prises en compte comme handicap, mais qui peuvent l'être aujourd'hui. Je pense que vous connaissez un certain nombre de débats sur l'évolution de la notion de genre, ou bien les comportements sociaux, etc. Alors, puisque je dois introduire en fait la question des politiques publiques, disons qu'elles vont s'énoncer sur 2 ordres. D'abord, un ordre global. Je vais rappeler rapidement quelques outils qui existent au plan global et ensuite indiquer 2 exemples KPI sur la manière dont cette question a été traitée d'un point de vue de politique publique, c'est-à-dire d'énonciation d'une décision politique qui emporte des actions et qui, sur laquelle un citoyen peut s'appuyer pour revendiquer un droit, pour faire valoir un droit. Donc, au plan international, nous avons en premier lieu, au-delà de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui établit que les hommes naissent égaux en droit, y compris les personnes handicapées, donc, qui est une énonciation générale. Il y a un outil plus précis qui a été mis en œuvre depuis 2006, qui est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, et qui, grosso modo, encourage une pleine intégration du handicap dans la société. C'est par exemple à l'aune de cette convention que l'Union européenne va énoncer, par exemple, des règles européennes en matière de handicap, et qui vont, par exemple, sur le plan national en France, être introduits dans les dispositions d'humanisme. Vous connaissez aujourd'hui le fait qu'en France, on ne peut plus construire une habitation sans prévoir un PMR, par exemple, pour l'accès aux toilettes. Et donc, tout cela s'inspire de ce travail-là qui a été fait depuis la Convention de 2006, qui est une convention internationale. C'est également à l'aune de celle-ci, on le verra tout à l'heure, que, en dehors de l'Union européenne, puisqu'on parle de l'Afrique, l'organisme régional qui est l'Union africaine va s'inspirer pour essayer d'énoncer au plan africain, non pas une convention, une charte, mais des orientations qui peuvent être suivies par les États. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le programme de développement durable 2030 qui indique clairement que le handicap peut constituer un critère justifiant le manque d'accès au programme de développement au début. En d'autres termes, pour atteindre les objectifs de développement, c'est-à-dire que pour bénéficier d'un accompagnement multilatéral, il faudrait que dans la manière dont on énonce les politiques publiques, soit prise en compte la question du handicap comme critère déterminant pour l'efficience d'une politique publique.
en matière de scolarisation, en matière de santé, ou encore même en matière d'agriculture. Beaucoup plus avancé que moi. J'en suis un peu aux outils généraux, aux outils. Voilà. Bon. Donc, les outils juridiques au plan global. Vous descendez, et c'est bon. Elles sont bon pour nous. Donc ensuite, toujours plan global, on va en venir spécifiquement à l'Union africaine. C'est que l'Union africaine a décidé de mettre en place un plan d'action en faveur des personnes handicapées qui reconnaît, entre autres, la nécessité entre autres, la nécessité d'intégrer le handicap dans la société. Alors je vais pas m'étendre ici, puisque j'ai l'un de mes co-panélistes qui va revenir sur la dimension sociale du handicap. Grosso modo, le traitement politique du handicap en Afrique se heurtait à des considérations socioculturelles très importantes, un système de représentation. Comme d'ailleurs d'autres questions, la question notamment de l'homosexualité en Afrique ressort de la même problématique, de comment est-ce qu'on prend en charge un groupe social pour mettre en place des politiques, alors que ce groupe social est victime de représentations qui légitiment, du point de vue des acteurs sociaux, leur exclusion. Et donc l'Union africaine a pris en place des dispositifs pour dire, écoutez, nonobstant les appréhensions que vous pouvez avoir sur quel serait la justificatif étiologique, spirituel, culturel du handicap, il est impératif que du point de vue de l'organisation, la mise en œuvre des politiques publiques, que vous preniez en compte ces questions-là. Alors, ce plan-là, notamment, s'est décliné sur la décennie précédente dans les objectifs du millénaire de développement. Je vais aller vite. Alors, grosso modo, au plan pays, j'ai pris l'exemple de deux pays, l'un que je connais moins bien, le Ghana, et l'autre que je connais un peu mieux, le Cameroun, dont je suis un citoyen. Les pays ont diversement intégré cette volonté de l'Union africaine de prendre en charge la question des personnes handicapées et notamment leur inclusion. Alors, il y a par exemple un schéma précédent que je n'ai pas commenté qui montrait que statistiquement, lorsqu'on a une personne handicapée en Afrique, on a 5 fois plus de chances d'être malade du VIH-Sida. On a 10 fois plus de chances d'être sans emploi. On a, pour ce qui est de la scolarisation, 10 fois plus de chances d'être déscolarisé ou de ne pas aller du coup, de ne pas avoir du tout de scolarisation lorsqu'il y a une personne handicapée. Et donc, grosso modo, les États ont essayé de prendre en charge cette question différemment. Au niveau du Ghana, lorsqu'il y a eu un changement de pouvoir, en 2006, là, ils ont mis en place un programme sous la forme d'une loi, comme on le fait sur les pays anglo-saxons, pour fournir un cadre législatif qui permettrait, en fait, qui inciterait, voire qui obligerait chaque ministère à prendre en charge la question des personnes handicapées. C'est-à-dire que ce dispositif juridique obligeait le ministère de la Santé, dans sa politique de santé, à se dire comment est-ce qu'on résout la question de l'accès aux soins de santé pour les personnes handicapées comme public spécifique. Pour les jeunes qui doivent être scolarisés, comment est-ce qu'on s'assure qu'au-delà de la scolarisation qui doit être faite des jeunes, qu'on pense la scolarisation des personnes handicapées, ce qui suppose des dispositifs contraints, par exemple pour les personnes à faible motricité ou les personnes qui ont des handicaps visuels, comment est-ce qu'on rend accessible la scolarisation pour ces personnes-là. Et donc, le dispositif qui a été mis en place au Ghana obligeait les différents ministères à se pencher sur cette question-là de manière très spécifique, en ayant des propositions concrètes qui peuvent être adoptées par la suite par le niveau du budget, etc. Alors, le Cameroun, c'est un cas un peu différent. Alors, le Cameroun, c'est un cas un peu différent.
parce qu'il y a cette des lois qui ont été adoptées, il y a des lois d'application qui ont été adoptées, mais elles ne sont pas plus contraignantes que ne sont d'autres lois et d'autres dispositifs publics au Cameroun. Et c'est en ceci qu'il y a un élément important à retenir, c'est que même lorsque les États ont une volonté de mettre en œuvre des dispositifs juridiques et légaux pour garantir l'inclusion des personnes handicapées, ceci va se heurter à la réalité de la gouvernementalité ou de la gouvernance dans ces États-là. En d'autres termes, dans un pays comme le Ghana, où d'autres types de politiques publiques, au-delà de la question des personnes handicapées, sont suivis des faits lorsqu'il y a des négociations politiques. Dans un pays comme le Cameroun, il y a très peu de politiques publiques, en dehors même de la question des handicaps, qui sont suivis des faits après les négociations. C'est-à-dire que les politiques de décentralisation, c'était une priorité avant que je ne naisse. Aujourd'hui, j'ai les cheveux blancs. À l'heure où je vous parle, ils ne sont pas toujours mis en œuvre dès qu'ils ont été lancés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour ce qui est des politiques publiques, et je vais quasiment m'arrêter là parce que je pense que j'ai presque épuisé mon temps. En d'autres termes, peu importe l'énonciation politique, c'est-à-dire que peu importe qu'on dise qu'on adopte une loi qui dit que l'inclusion des personnes handicapées est indispensable, etc., si dans la gouvernementalité du pays en question, il n'y a pas de dispositifs concrets, des ressorts historiques, politiques, qui font en sorte que les politiques publiques, après l'autorisation, sont suivies des faits, eh bien, on en reste simplement à la question des véhicules. Donc voilà, grosso modo, pour ouvrir le débat, ce que je peux dire sur la question. Merci beaucoup. Moi, je voudrais, avant de commencer mon intervention, remercier Socle pour l'invitation pour Madagascar, pour prendre la parole aujourd'hui et puis donner de la visibilité. Et merci particulièrement à Marguerite pour sa volonté de constituer une espèce de force de frappe africaine. Je pense que c'est très pertinent pour pouvoir agir ensemble pour faire reculer le refus du handicap au niveau africain. Moi, je n'ai pas préparé de présentation et je vais parler de manière très improvisée, mais comme j'ai la situation du handicap un peu dans le sang et dans les tripes, je vais pouvoir en parler de manière très aisée, en tout cas le handicap à Madagascar. Et avant de raconter cette histoire du handicap à Madagascar, moi je voudrais juste vous parler de Madagascar, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Madagascar, c'est une île en Afrique, et puis en fait vous la situez, je pense, c'est pas très compliqué, mais c'est une île, elle est magnifique. On a plus de 5000 km de côte à Madagascar, on a une population qui est extrêmement accueillante, et puis c'est une île qui est très connue aussi pour toutes ses ressources naturelles, pour à la fois la diversité des populations, mais le côté sombre de cette île que tout le monde aime, parce que je mets au défi les personnes qui viennent à Madagascar et qui n'en tombent pas amoureux. Mais le côté sombre de cette île, c'est aussi, si c'est la 4e île la plus grande de la planète, on est plus grand que la France, c'est important de le dire. Madagascar, en termes de superficie, rassemble la France, la Belgique, le Luxembourg et la Hollande, tout ensemble. Donc c'est une très grande île. Et puis, c'est la 4e île la plus grande du monde, mais c'est aussi le 4e pays le plus pauvre du monde. Et là, on comprend très vite que les choses ne se passent pas super bien à Madagascar. Aujourd'hui, à Madagascar, le taux de prévalence de la pauvreté est à 76% et 92% des Malgaches, vivent en dessous d'1 euro par jour. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, donc on est quand même dans un pays où les situations de vie sont très précaires. Et quand on creuse encore plus sur cette image un petit peu sombre de l'île, à Madagascar, le taux de prévalence des personnes en situation de handicap est aussi de 15%, donc en phase avec finalement la donnée mondiale de l'OMS. Et sur ces 15%, il y a 0,62% qui sont des enfants qui sont scolarisés. Et parmi ces 0,62% d'enfants scolarisés, il y a moins d'un tiers qui sont des petites filles. Et moi, les petites filles et les femmes en général me tiennent particulièrement à cœur parce que je suis une convaincue que l'avenir de cette planète et l'avenir de Madagascar particulièrement est entre les mains des femmes aujourd'hui. Donc j'accorde une importance assez particulière dans l'engagement des femmes à Madagascar, particulièrement des femmes porteuses en situation de handicap. Donc maintenant, parce que l'histoire, en fait, elle n'est pas intéressante si je ne vous emmène pas concrètement dans la vie des personnes en situation de handicap à Madagascar, je vais vous dire comment nous, on les considère à Madagascar. Il y a des barrières culturelles qui sont presque inamovibles et qu'on porte à Madagascar depuis plusieurs décennies et qui font qu'à Madagascar, en fait, l'interprétation et l'analyse des personnes en situation de handicap
elle est très simple, on considère que c'est une malédiction, on considère que c'est une punition divine, et donc dans ce cas-là, on considère que c'est une honte et qu'il faut cacher les personnes en situation de handicap. Et donc on explique très facilement ce 0,62% d'enfants scolarisés, puisque de toute façon, les enfants, on ne les montre pas quand ils sont différents. Peu importe la différence que porte l'enfant, ça peut être un handicap physique, un handicap mental, peu importe, on ne les montre pas, on les cache. Et puis quand on a le courage de le montrer, quand on tombe dans les 0,62%, eh ben on subit des violences verbales, on subit des violences physiques et on subit toutes sortes d'attaques de la part de la population. Donc nous, on en est encore là, c'est aujourd'hui en France, en Europe, en Afrique, on parle déjà des politiques publiques d'intégration des handicapés. Pardonnez-moi le terme, à Madagascar, on est encore dans la reconnaissance humaine d'une personne en situation de handicap. À Madagascar, une personne en situation de handicap n'est pas une personne en tant que telle. Donc moi, je voudrais vraiment le crier sur les toits parce que nous, la première étape que l'on doit franchir, c'est cette reconnaissance humaine. Elle est très importante parce qu'on ne peut pas aller très loin si la reconnaissance humaine n'est pas acquise. Donc nous, on en est là aujourd'hui, et donc ça veut dire très concrètement qu'il y a évidemment une petite multitude de projets parce qu'on est une population pardon, très résiliente et qu'on ne baisse pas les bras. Donc il y a une multitude de projets en fait qui existent et qui visent à essayer de faire tomber cette barrière de mauvaises croyances et de mauvais jugements envers les personnes en situation de handicap. Mais je pense que pour aller dans cette normalisation, il faut que le cadre réglementaire soit revu. Il faut aussi qu'il y ait un vrai changement, une vraie vague de changement de paradigme à Madagascar et que l'on arrête de croire que le handicap est une punition divine ou une malédiction. Et maintenant, je vais finir mon intervention parce que je ne suis pas venue pour faire pleurer les cheminières, je suis simplement venue pour vous expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans une île comme Madagascar en termes de personnes en situation de handicap. Quel est le quotidien du coup de ces personnes-là? Moi, je suis la marraine du centre C. Madame Zour, comme l'a dit Ange tout à l'heure. Nous avons 2 centres à Tana, ce sont les 2 premiers centres qui accueillent les personnes en situation de handicap avec leur famille. Parce que jusque-là, comme je vous le disais, soit on cache les personnes en situation de handicap, soit véritablement, en fait, on les abandonne. C'est aussi simple que ça. Donc on peut les tuer à la naissance aussi, ce sont des cas qui arrivent, ou alors quand on les garde, on fait en sorte que ce ne soit jamais vu. D'accord? Donc, quand on a décidé de les garder, c'est déjà une première étape de courage. La deuxième étape de courage est d'essayer de trouver un lieu où ces personnes en situation de handicap puissent vivre. Et c'est là où intervient les centres comme le centre C. Madame Zour que je marraine, parce qu'on accueille en fait ces personnes en situation de handicap et on met en sorte cette espèce de cadre de vie où les personnes vivent normalement, sans jugement, avec une petite structure de scolarité dédiée, avec des activités extrascolaires dédiées, avec un semblant de vie. Donc l'objectif de ce centre C. Madame Zour que je marraine véritablement, c'est de se battre contre les jugements, mais surtout de donner à ces enfants l'espoir d'une vie normale. Je dis les enfants parce que nous avons essentiellement des enfants, donc la plus jeune aujourd'hui, on a en tout 34 pensionnaires, et la plus jeune doit avoir 4 ans, le plus âgé doit avoir 21 ans. Donc en fait, on essaie vraiment de démontrer que sur cette panoplie d'âge-là, on peut offrir une vie normale. Simplement, en quoi consiste cette vie normale aujourd'hui? Donc sur la majorité des enfants, ce sont des enfants qui ont soit un handicap physique, soit un handicap mental, soit les deux cumulés. Et donc ça veut dire en fait qu'il faut qu'on improvise en permanence des solutions pour leur handicap. Donc très concrètement, ça veut dire qu'en termes d'alimentation, parce que nous avons 2 petites cantines qui sont dédiées à ces enfants, et donc en fait ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place un système d'alimentation qui soit comestible sans que les enfants aient à mâcher. Parce que très souvent, les enfants ne savent pas mâcher, soit parce qu'ils ont des gros problèmes de dentition, soit parce que simplement mentalement ils ne savent pas mâcher. Donc on achète des mixeurs, on mixe les légumes, donc c'est vraiment beaucoup de l'improvisation. Sur les enfants un petit peu plus âgés, entre 14 et 18 ans, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'incontinence. Et donc du coup, en fait, à Madagascar, simplement pour vous dire, le coût d'une couche jetable, c'est à peu près 4 €. Et le SMIC à Madagascar, c'est un petit peu moins de 100 €. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est impossible d'acheter des couches pour les enfants qui en ont besoin. Et donc du coup, nous, on confectionne des couches jetables, en fait, mais même le coût de confection des couches jetables, c'est environ 2 € par couche jetable, et il en faut en moyenne 4 par enfant ou par adolescent. Donc, je vous emmène vraiment dans la réalité, parce qu'il faut que vous compreniez ce que ça coûte et ce que ça signifie être un enfant ou un adolescent en situation de handicap au Madagascar, en tout cas dans ce centre que je marraine. Et puis pour les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, donc il existe dans la capitale, en Antananarive, un seul centre en fait qui fabrique les appareillages dédiés.
d'accord? Donc ce sont des appareillages qui sont évidemment fabriqués sur mesure, mais avec le matériel du bord et puis avec les moyens du bord, avec surtout le manque de moyens du bord. Ce qui signifie que pour une femme, donc là on est depuis que je marraine le centre, on est à 4 femmes qui ont été appareillées d'une manière, on va dire, propre et dédiée, parce que jusque-là, en fait, hein, ce sont les personnes en situation de handicap créent eux-mêmes leur appareillage, donc avec des tubes d'aluminium, avec des boîtes de conserve, voilà, donc on voit de tout, et malheureusement, ce sont aussi des sources de souffrance énormes, parce que les boîtes de conserve peuvent râper les pieds, donc c'est pas fait pour ça, donc on se blesse, c'est vraiment assez catastrophique. Donc nous, notre objectif premier dans ce centre-là, c'est de dédier des appareillages créés sur mesure pour pouvoir offrir un minimum de dignité humaine aux personnes porteuses de handicap. Et donc du coup, en termes de délai, ces appareillages mettent entre 6 à 12 mois pour un appareillage à être confectionné et coûtent entre 200 à 400 euros. Je vous ai dit que le SMIC tout à l'heure c'était à 100 euros à Madagascar. Et dites-vous bien que les personnes qui sont dans ce centre de ces Madame Zouk que je marraine sont des personnes qui ont un revenu inférieur à 10 euros par mois. Donc on a besoin de les accompagner, on a besoin de créer l'espoir, on a besoin de trouver des solutions improvisées. En gros, voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc moi je trouve extrêmement important de pousser le travail qui est fait sur tout ce qui est politique publique. Je trouve extrêmement intéressant de s'appuyer sur les partenaires techniques et financiers internationaux que sont Handicap International ou l'UNICEF et toutes les agences des Nations Unies. Mais le premier travail à réaliser véritablement, c'est de rendre l'humanité et la dignité humaine aux personnes porteuses de handicap, en tout cas à Madagascar, en acceptant les personnes qu'elles sont. Et c'est bien parce que Marguerite a introduit là-dessus sur mon problème, c'est ton regard. C'est exactement ça, en fait. C'est l'acceptation de cette différence et aller au-delà de cette acceptation de différence pour véritablement vivre dans la dignité et vivre dans le respect humain. Voilà, j'arrête mon intervention ici. Bonsoir à tous. Dans ce monde-là, c'est un monde plein d'émotions pour nous qui connaissons. Donc ce soir, je suis Marguerite Aoupe, je suis présidente de l'association Socle du 237 qui a choisi à un moment de se lancer dans ce monde du handicap parce que je me considère comme une experte, j'ai une expertise sur le handicap en Afrique, une expertise naturelle. Et donc ce soir, je me suis dit, on va échanger. Moi, je vais peut-être revenir, parce que c'est les mêmes problèmes qui se posent partout, parler du handicap tel que conçu, l'évolution qui est en cours aujourd'hui. Le handicap en Afrique, une affaire de moyens, les populations rurales, le handicap, les populations des villes, et puis quelques perspectives d'avenir, parce qu'il faut regarder vers l'avenir. Le handicap tel que conçu, Romy l'a dit, c'est une malédiction en Afrique, voilà, c'est quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui est sorcier, c'est quelqu'un qui est un serpent, c'est quelqu'un dont il faut s'en passer. Et donc, au Cameroun, au Cameroun, il y a quand même, les gens, ils lisent beaucoup, ils essayent de s'approcher au monde. Et je me souviens que l'une des histoires qui a beaucoup aidé certains, c'est l'histoire du président américain Franklin Delano Roosevelt, qui est quelqu'un qui a eu la polio. C'est une histoire qui a quand même jeté dans les oreilles de nos parents parce que je le disais quelque part dans une émission. Ça fait que moi, par exemple, mon papa, quand il passait avec moi devant la boulangerie pour m'amener au centre des handicapés des Toubébé, pour ceux qui connaissent le Cameroun, il me montrait les personnes handicapées qui mendiaient et me répétait, c'est l'école qui fera que tu ne sois pas comme eux. Donc, en lisant, en écoutant l'histoire, les gens se sont réveillés parce que les histoires, il y a eu le pire sur les personnes nées avec le handicap.
parfois nés albinos aussi chez nous, il y a eu le pire parce que c'est des personnes qui présentaient cette différence-là de ne pas être comme tout le monde. Et ce que je voulais aussi relever, c'est que dans un pays comme le Cameroun, où en 2014 on nous parle de 21 millions d'habitants, vous imaginez s'il y a 15% qui sont porteurs du handicap. Et moi je me dis dans cette affaire que si en Europe où il y a des routes, il y a moins d'accidents, on peut avoir 15%. Il y a moins d'accidents ici par rapport à nos routes. Où il y a moins de problèmes d'eau pour qu'il y ait la cécité par rapport à l'eau. Je crois que même dans ces pourcentages-là, moi je dis souvent, revoyons nos propres pourcentages en Afrique. Parce que moi je me dis, il doit en avoir un peu plus. Quand je vais au nord Cameroun, la cécité qui existe à cause du problème de l'eau et du soleil qui est fort, vous voulez me dire que le taux serait le même qu'en France? C'est des choses sur lesquelles moi je vois ces choses-là autrement et je doute un peu. Donc aujourd'hui, les mentalités sont en train d'évoluer quelque peu et puis on voit des personnes comme nous qui montons, qui descendons, qui revenons avec quelques fauteuils et qui peuvent aussi assister parfois la famille. Ça fait que le regard est en train d'évoluer, mais ce regard dans les fins fonds des villages, c'est pas certain que ça évolue vraiment. Le handicap en Afrique, comme je l'ai dit en deuxième point, c'est un problème de moyens financiers. Tout se paye en Afrique. Vous êtes une personne handicapée qui vit avec le handicap, comme on aime bien dire en France, le Romy l'a dit, tout se paye et c'est assez cher. Parce que d'abord la technique pour faire des prothèses, moi je suis quelqu'un depuis, je porte des prothèses depuis mes 4 ans, c'est avec ça que je me déplace en Afrique, ça coûte énormément cher. Pour les avoir, il faut une famille qui décide, et même il y a des familles qui disent non, ça va servir à quoi de l'envoyer à l'école. Donc c'est une affaire de moyens financiers et ça me fait penser, nous aujourd'hui, à la sorte du 237, nous avons mis sur pied une école pour enfants autistes. Nous avons notre premier élève, un enfant de 9 ans, autiste, qui ne sait même pas comment aller aux toilettes, qui ne sait même pas que pour aller aux toilettes, il faut aller quelque part, qui est enfermé à longueur de journée, mais après les 18 mois qu'il a, pas 18 mois, je vais dire première année scolaire, quelques mois, ça va déjà peut-être à 14, il faut voir comment l'enfant est gai. Un enfant qu'on a pris à 9 ans, à ses 10 ans aujourd'hui, connaît déjà qu'il peut aller au pot. Vous comprenez que si jusqu'à 9 ans, il n'a pas pu reconnaître le pot, c'est qu'il n'y avait personne. Il n'y avait même pas sa mère. Mais sa mère est avec lui. Son papa a quitté sa mère en disant, moi je ne peux pas faire ça. Tu sais là où tu as ramassé celui-là. Et devant nous, il est venu demander pardon à cet enfant parce qu'il l'a trouvé en train de sauter de joie parce que chez nous, il peut jouer, il peut... Donc, vous comprenez, c'est pour appuyer ce que les autres ont dit parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce que je ne fais que répéter. Et comme c'est un problème de moyens financiers, même nous qui allons travailler en Afrique, vous ne pouvez pas prendre un enseignant pour la langue des signes comme dans notre école et lui dire que c'est pour du bénévolat. On va solliciter ces familles qui ne peuvent rien. Et je vous dis que nous faisons le tour dans les villages, mais les parents ne sont même pas à mesure. Nous avons créé une structure qui a en plus un internat parce qu'on s'est dit, c'est des villages, si l'école est à 10 km, il n'y a pas de moyen de transport, même à 3 km, ils font quoi? Notre école a un internat, même quand on dit à un parent, amenez-le quand même, peut-être petit à petit, vous pourrez donner quelque chose. Il y en a parce qu'ils ne voient pas jusqu'où ça peut aller. La télévision est certainement dans les villes, mais elle n'est pas toujours dans les villages pour que les gens voient même qu'on peut. Mais avec notre petit Patrick aujourd'hui qui va
déjà au sel lui-même, c'est qu'il y a une grande joie parce que le premier jour qu'il allait au sel dans le pot, toute l'école est venue l'applaudir et depuis ce jour-là, il a compris que c'est une bonne chose. Il n'est pas vraiment aliéné dans sa tête, mais les gens l'ont aliéné, comme tout à l'heure, c'est le regard de l'autre qui a dit, lui, même aller au sel, il ne peut pas aller. Et c'est donc un problème de moyens financiers. Les parents, ils sont soutenus par personne. Je vais redire à la suite de M. Somme que la loi sur des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, aujourd'hui n'est pas ratifiée par le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle n'est pas ratifiée. On a signé, mais on n'a pas ratifié. Nous sommes parmi les quelques rares pays qui aujourd'hui dans le monde n'ont pas ratifié une loi comme celle-là. Comment je peux sourire? Moi, je ne peux pas sourire. Donc, c'est une affaire de moyens, comme je l'ai dit. Je préfère vous dire que moi, je vais dans les perspectives d'avenir parce que moi, je suis de ceux-là qui ne voient pas toujours les problèmes, mais les solutions. Donc, dans les perspectives d'avenir que nous avons aujourd'hui à sorte du 237, c'est d'abord que nous, les Africains, que nous formions une synergie. Si elle est trop difficile à former pendant qu'on est dans un pays, quelque part au Gabon, au Cameroun ou au Tchad, nous croyons qu'en Occident, avec tous les moyens qu'il y a, il faudra bien qu'on trouve une synergie forte, un partenariat assez fort pour pouvoir soulever ces problèmes du handicap. Nous envisageons aussi des études un peu plus poussées, comme je le disais tout à l'heure. C'est bien beau de dire le taux dans le monde est de temps et de simuler très vite, de dire que voilà, nous on a peut-être 25 millions d'habitants, donc si c'est 10%, on a 2 500 000 ou 3 700 000. C'est trop facile. Si c'est possible, nous on se dit il est possible de faire des études qui sont spécifiques à l'Afrique pour voir si vraiment les choses sont telles qu'on le dit. Et là, c'est dans le côté macro. Et dans le côté micro, nous sommes en train de construire un projet assez vaste sur le handicap pour le Cameroun. Et l'autre projet, c'est celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, une école pour les enfants autistes et sourds-muets, qui nous fait déjà beaucoup de joie. Peut-être qu'il y a une vidéo qui va passer là. On a déjà un quand il récite l'alphabet. Moi, ça me fait beaucoup de joie avec la maîtresse qui lui apprend ça en langue des signes. Heureusement qu'on a quand même aussi des écoles qui forment des formateurs dans ce domaine-là. Donc voilà un peu là où nous pouvons nous arrêter aujourd'hui. C'est un sujet vaste. On préfère dire l'essentiel et puis on passe le micro aux autres. Merci. Bonsoir. Henri Lolobé, président de l'association Une béquille pour la vie, qui a pour objectif améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap en Afrique. Donc améliorer les conditions, ça commence déjà par offrir ou doter les matériels nécessaires pour avoir un peu de l'autonomie, c'est-à-dire béquilles, fauteuils roulants, déambulateurs, matériel sanitaire pour prendre la douche ou la condition. Donc je pense que pour tout ce qui s'est déjà dit par les précédents intervenants, vous avez tous compris que le problématique est propre et pareil, c'est pareil sur tout le continent africain. Alors moi je ne vais pas revenir sur ça, je veux plutôt parler un peu du vécu ou je parlerai peut-être aussi de mon expérience personnelle assez rapidement et puis la solution que nous essayons, nous, l'association, apporter au niveau du Congo déjà. Parce que je viens de là et malheureusement, les problèmes c'est pareil. Donc l'abandon et les responsabilités de l'État africain
sur la problématique du handicap. Moi, j'ai eu le handicap à l'âge de 2 ans. Donc, il y a 2 ans que je connais mon handicap. Un matin, sans être malade, et puis un matin, j'arrivais plus à me lever, à prendre ma... Enfin, j'avais 2 ans, ma mère qui me donnait un peu la douche, et elle a compris qu'il y avait un petit souci, j'arrivais pas. Pour elle, c'était des caprices d'enfant. Elle m'a donné quelques gifles. C'est l'autre personne qui était assise à 10 mètres plus loin, qui observait un peu la scène, et elle s'est rendue compte, elle a interpellé ma mère, qui m'a dit, mais non, là, moi je pense qu'il y a un petit problème, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Bon, quel problème, elle n'est pas malade, elle ne fait pas de fièvre. On m'amène quand même à l'hôpital, et là, le diagnostic est tombé, j'étais polio. Donc depuis ce jour-là, je suis sur mon fauteuil, que j'adore d'ailleurs, hein, parce que moi, le handicap, ce n'est pas une malédiction. Je rentre du Congo, j'ai passé à une émission, et à la fin, on m'a demandé, on m'a donné la dernière parole. Je me suis exprimé, et à la fin, j'ai dit, le handicap, c'est une chance. Donc, je dis ça pour ça. Pourquoi? Je pense que dans la vie, on peut être, je vais prendre un exemple bête, on peut être une jolie fille, par exemple, et qu'on se sent vraiment bien dans sa peau, mais si tout le monde te dit chaque jour, mais non, mais t'es pas jolie, regarde ton nez, ça ne va pas, au bout d'un moment, on va arriver à croire qu'on n'est pas joli. Donc moi, ma mission, c'est de parler de positif de handicap, surtout quand je suis en face des personnes en situation de handicap ou en face des enfants avec le handicap. Tout simplement pour leur donner la confiance, pour leur donner l'envie de vivre, la joie de vivre et surtout d'avancer. Même si, en tout cas, avec tout ce qui a été abordé ici, c'est une réalité. Moi, l'idée déjà de créer l'association est venue parce que avant d'arriver en France, j'ai quitté mon pays en 2004. J'ai fait quelques pays d'Afrique australe, l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud par là. Eh bien, je rencontrais les mêmes problématiques où les personnes handicapées ou en situation de handicap, j'aime pas trop les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap étaient contraintes à faire la manche pour vivre, pour manger au quotidien. Ils n'avaient pas des matériels, ils fabriquaient des matériels comme vous disiez tout à l'heure. Je vis ça en Angola, je vis ça en Namibie, je vis ça en Afrique d'ici, ça m'a révolté. C'est la même situation que j'ai laissée dans mon pays, le Congo, la RDC, et comme j'étais commerçant entre les deux Congos, c'est la même situation que je vis. J'ai vécu aussi au Congo-Brazzaville. Ça m'a révolté. Et en arrivant ici avec tout ce que je vis, je me suis dit, mais non, on ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas rester comme ça, on doit faire quelque chose. C'est l'objectif de créer, enfin, l'idée est venue de là pour créer l'association. Pour revenir avec tout ce qui s'est dit aussi, oui, malheureusement, quand on est en situation de handicap et que tu n'as pas la chance d'avoir une famille noble ou une famille tout simplement respectueuse, on peut malheureusement être abandonné à l'âge de 5 à 7 ans, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille nombreuse et polygame, où j'ai eu beaucoup de sœurs et frères. Heureusement aussi, mon père n'était pas riche, mais avait quand même des moyens. Il a pris en charge aussi d'autres enfants de ses frères et sœurs, dont j'avais des cousins, des nièces, des neveux, et on était vraiment nombreuses chez nous. Et j'ai eu la chance de fréquenter une école. Malheureusement, là aussi, on peut avoir une famille, comme je disais tout à l'heure, avec des moyens et respectueux, mais on subit quand même. On peut bénéficier de l'amour, de l'affection de la famille, de ses parents, mais à l'intérieur même de la famille, on subit des injustices. Moi, je suis allé à l'école la première fois, j'avais déjà 12 ans. C'est-à-dire, mes frères et sœurs qui étaient mes petits frères et mes petites sœurs allaient déjà à l'école, et moi, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais une personne en situation de handicap. Et je ne sais pas, je vais citer Dieu par hasard, mais j'avais une particularité, j'ai appris à écrire et à lire chez moi à la maison, sans aller à l'école.
Et un matin, j'écrivais sur une portail, oui, maman va à l'école, maman va au marché, comme un peu par hasard, chez nous, c'est le papa qui va au travail et maman va au marché. J'écrivais comme ça, c'est ma grande sœur, l'une de mes sœurs à vie. Et puis, elle a interpellé mes parents. Ils ont dit, ben, à la rentrée prochaine, il faut que Bruno aille à l'école. Même si elle sera, il est déjà en retard, mais on ne va pas le laisser comme ça parce que ce qu'il fait, c'est tout simplement incroyable. Il n'est pas allé à l'école, mais il écrit déjà et puis il sait lire. Donc, on va lui donner la chance. Je suis allé à l'école et, enfin, j'ai un peu eu la chance peut-être de bien comprendre. Et puis, j'étais le plus souvent parmi les trois premiers de l'école, de la classe. Et en grandissant, après le bac, je ne pouvais pas continuer, tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'accessibilité. C'est-à-dire, j'avais envie de continuer mes études supérieures, j'étais obligé de m'arrêter au bac, tout simplement. Déjà, à l'époque, il n'y en avait pas assez. On avait le campus, là, comment ça s'appelle encore, Peter, si tu peux m'aider par là, un campus du Chassa, là, l'Unikin, il y avait l'Unikin, on en avait au moins 3 ou 4, pas plus. Et tous, malheureusement, les salles de cours se trouvent, déjà pour l'inscription, le bureau c'est en étage, alors que pour quitter chez moi, pour arriver à l'une de l'université, c'est des kilomètres. On n'avait pas de moyens à ce point-là pour se déplacer. Donc, bref, j'étais obligé d'arrêter. Et je me suis projeté tout de suite au commerce, pour faire Kinshasa, Brazzaville. Et là, c'était la première fois où j'ai découvert maintenant le monde du handicap. Parce que les gens qui n'avaient pas de diplôme, qui n'ont pas fait l'école, leur seul moyen pour vivre, c'était de faire le commerce. Et là, il y avait des centaines de personnes qui se débrouillaient tant que mal pour traverser quotidiennement, pour réaliser un peu, vendre un peu leurs articles et vivre. Et là, j'étais un peu, comment je peux dire, perdu, parce que je rencontrais aussi pour la première fois des personnes malheureusement qui n'ont pas allé à l'école, donc ils s'est comporté un peu, moi qui sortais d'une famille où j'ai fait l'école, j'étais bien gardé, bien élevé, et j'ai découvert des gens malheureusement qui ont été abandonnés, soit à 5 ans, à 7 ou 10 ans, et se réveillant un matin, maman le mettait sur le dos avec le papa, oui, on va aller quelque part, on ne sait pas faire des courses, je ne sais pas quoi, et à plus de 10, 20 ou voire 30 km, ils vont le déposer quelque part, et puis ils vont rentrer chez eux comme ça. Et l'enfant va rester là à attendre 1 heure, 2 heures, et puis il se rend compte que finalement, il est abandonné et il ne sait pas comment retourner chez lui parce qu'il y a 10 km déjà, c'est très compliqué. Alors, 20, 30, c'est encore plus pire. Et cet enfant, à 10 ans, va s'adapter à la condition et c'est forger un peu comment il m'échappe. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'expressions pour bien m'exprimer, mais la femme elle va vivre dans cet endroit et puis elle doit continuer à s'élever en faisant la marche dans la rue et jusqu'à ce qu'à un moment il va se retrouver par exemple l'endroit où moi je faisais le commerce, mais cette personne-là ne va pas réfléchir, ne va pas avoir la même réflexion avec vous qui sortez d'une famille et allez à l'école. Pour m'adapter dans un premier temps, c'était très compliqué, je me suis adapté, bref, ainsi de suite. Et je croyais peut-être qu'après 17 ans, parce que je suis parti en 2004, donc je suis allé que cette année, après 17 ans, j'avais cru que les choses allaient quand même changer. En rentrant là, j'ai trouvé encore la situation plus dramatique. C'est-à-dire des personnes sont toujours dans la rue, des personnes en manque de matériel, des personnes sont obligées de faire la marche pour vivre. Et les filles, malheureusement, les premières victimes, comme tu
disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, ces filles-là, pour vivre, ils sont obligés de se prostituer. Ils se prostituent encore avec enfin, on les paye, les clients les payent encore 2 ou 3 fois moins que les filles valides. Parce que, je ne sais pas même, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. La situation est chaotique. Mais moi, je pense, comme tu disais tout à l'heure, Marguerite, il faut une vraie synergie. Nous qui sommes ici. Parce que le peu que nous apportons en Afrique, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme pour les bénéficiaires. Les gens sont dans la galère absolue. Et si on peut justement faire cette synergie, parce que moi, la solution pour moi ne viendra pas seulement à ce que nous apportons. C'est bien, c'est un peu le système des politiques, justement. Je vais vous raconter, en Afrique, quand on va réclamer un droit, ben, ils préfèrent vous donner le peu que vous allez pour vivre 2 ou 3 jours, comme ça vous allez partir et vous allez laisser tranquille. Je suis rentré parce que je suis aussi basketteur, je joue à Saint-Herblain. Je rencontrais un problème, la fédération, c'était nouveau d'ailleurs, moi je l'ai découvert sur internet, c'était la première fois où une fédération handisport entre guillemets qui a été créée, ça c'était la fédération congolaise des pratiques du basket sur fauteuil, c'était une fédération qui venait d'être créée en 2019, et moi je croyais que la fédération était créée, tout était en norme et tout, et mais là, je suis arrivé, j'ai discuté avec le président de la fédération qui me dit, ben, on se rencontre, on est face à un problème qui est très compliqué, ça fait 3 ans, pour que la fédération puisse bénéficier des exonérations ou des subventions comme toutes les fédérations, eh ben, il faut que le ministre signe un document, et ça fait 3 ans. Et plus de 4 ministres sont passés, ces documents n'est pas toujours signé. Tout simplement parce que c'est le handicap. Dans le mot handicap, c'est un mot des malédictions, comme on disait, c'est un mot où, c'est un handicapé, et puis ce sont des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont nous rapporter, ça peut traîner là, c'est pas grave. Alors moi je motivais ces présidents, et on a fait des émissions, on est passé dans 3-4 médias, et finalement, on est allé voir aussi, on a rencontré le conseiller stratégique du président de la République. Le document n'a pas toujours été signé malgré cette médiatisation. Un moment après l'entraînement, je dis, bon, là, personne ne rentre chez lui, on va tout le monde au ministère des Sports, il faut que le ministre, il faut qu'on rencontre le ministre qui nous explique c'est quoi le problème. On est allé d'abord pacifiquement pour essayer de rencontrer quelqu'un. On a été dégoûté. Au bout de 3 heures, moi je suis descendu, j'ai fait monter tout le monde. Et les bureaux c'est un petit bureau de même pas 5 mètres carrés. Le ministre a vu qu'on était tellement nombreux que ça faisait des bruits entre les policiers. Et puis nous on était déterminés. En tout cas, moi j'avais dit aux gars, si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'aura pas gain de cause. Le ministre était contraint de sortir pour nous rencontrer. Et là, le dossier, il connaissait le dossier. Dès qu'ils m'ont vu, c'est vous l'international qui est venu de la France, on vous a vu avec le conseiller du président de l'Église, c'est moi, donc on vient vous rencontrer parce qu'il y a un problème. Oui, on connaît votre dossier, le dossier est là, je vais les signer, ne vous inquiétez pas, rentrez. Moi j'ai dit, je ne peux pas rentrer comme ça sans garantie. Qu'est-ce qui prouve que vous allez signer le dossier? Parce que ça fait plus de 3 ans et vous êtes le 5e ministre. Oui, mais vous inquiétez pas, amenez-moi $200, on va leur donner, et puis je vous assure, on revenait mardi, on était quoi? On était lundi, non, on était mardi, il fallait revenir jeudi, le dossier serait signé. Moi, on a refusé, jusqu'à ce qu'il nous a fait monter au bureau et signer les documents et nous les donner. Donc, vous voyez, le handicap, parfois,
la solution ne viendra que de l'État. Tout ce qu'on fait, ce ne sont que des miettes. Créer des centres, chercher des matériels ici, comme on les fait, il faut continuer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Il faut continuer parce que les gens, mais, ils sont dans les besoins absolus, comme je disais tout à l'heure. Il faut continuer. Mais à un moment, il faut être face à la réalité et confronter ces dirigeants. En France, ça a été fait, je pense, parce que les associations se sont prises en charge. Ils se sont prises en charge en allant voir les politiques. Parce que la solution du handicap sera réglée en Afrique que par des lois qui seront ratifiées, comme tu disais, et puis respectées. Donc, pour que ces choses-là se fassent, il faut aussi créer des synergies ici, mais aussi dans chaque pays, où on ira voir ces politiques, pour que moi, j'ai aussi rencontré, je pense, Peter ou les Congolais qui sont là, qui pourront savoir, pourront les connaître, comment il s'appelle, le député. C'est un député qui est aussi en fait dans le social, il aide les personnes en difficulté, y compris des personnes en situation de handicap. Moi, je suis allé le voir pour essayer de faire un partenariat, parce que quand on réussit à avoir les matériels, on se confronte aussi aux problématiques d'envoi des matériels. Logistiquement ou financièrement, on n'a pas assez de moyens. Donc, je suis allé le voir s'il pourrait éventuellement financer l'envoi des matériels. Il a refusé. Après, je lui ai posé la question de savoir, ben oui, c'est bien par exemple de donner des matériels aux gens, de donner $50, $20 à quelqu'un qui vient commander chez vous, mais en tant que député, quelle est la solution que vous portez pour arrêter un peu cette situation? Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre en venant vous demander, parce que quand je suis allé d'ailleurs, quelqu'un qui était là m'a accueilli un peu désagréablement, parce qu'il a cru que j'étais aussi venu faire comme tous les autres, à venir chercher peut-être un pain quotidien chez lui, alors que moi j'avais un rendez-vous qu'on a pris et c'était bien fixé. J'ai dit, c'est pas possible. Quel est, vous, en tant que député, qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous proposez à l'Assemblée pour que la situation du handicap soit résolue et soit surtout prise en considération? Et là, il me regardait, il dit, ben, on essaye, il n'y avait pas vraiment de réponse concrète. C'est-à-dire, ce genre de personnes, il a peut-être la volonté, mais il ne sait pas non plus où commencer parce qu'il ne connaît pas lui-même le problème du handicap. Donc, il faut les associations aussi sur place soient plus dynamiques et apportent leurs compétences pour aider ceux qui sont en haut à proposer des lois ou à faire à ce que les choses bougent. Donc ça, c'était la partie solution que moi je proposais. S'il faut faire des synergies, je pense que c'est nous, ça peut commencer déjà par ceux qui sont dans la salle à travailler sur ces problématiques-là et voir tous ensemble comment chacun pourrait amener la solution dans son pays. En tout cas, c'est tout simplement ça. Merci à nos 4 intervenants. Il nous reste un tout petit quart d'heure, pas plus, pour respecter les délais que nous avons fixés pour la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Oui? Je vous rejoins aussi, hein, donc je peux parler sans micro si vous voulez. Ah, c'est madame... Ah, c'est madame Aurore. Je peux parler sans micro. C'est toujours mieux avec le micro parce que... Je suis Asma Garafulli. Je suis membre du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est handisport. C'est handisport, je l'ai entendu. C'est les Jeux paralympiques. En France, cette année, il y a eu les Jeux paralympiques. Et on a trouvé que ça permettait l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que ça passe pas aussi par ce côté positif-là, les Jeux paralympiques, où les pays africains découvriraient qu'il y a un intérêt
à soutenir le handicap au travers du sport, justement. On va prendre une deuxième question et puis ensuite nos intervenants vont pouvoir répondre. Déjà, je tiens à remercier Marguerite pour cette conférence. Beaucoup d'émotions, notamment la prise de parole de la représentante de Madagascar, où je retrouve un peu ce que j'ai rencontré au Sénégal quand je travaillais dans le cadre de la BJC. Aujourd'hui, je suis Jean Benjamin, je suis membre du conseil d'administration de Envie Autonomie. Donc, parce que, rassurez-vous, même en France, d'énormes problèmes se posent en matière d'autonomie, non seulement des personnes reconnues à mobilité réduite, mais également pour des personnes en devenir. Parce que malheureusement, la population française vieillit et à la fin d'un certain cycle, il y a beaucoup de problèmes d'autonomie. Et la vraie question, c'est celle que vous avez pointée du doigt, c'est le matériel. Ça coûte énormément cher. Donc, nous, en Envie Autonomie, vous connaissez Envie 44, c'est un démembrement qui vient d'être créé depuis 1 an et demi, qui s'appelle Envie Autonomie. Nous recyclons le matériel, on est un peu dans l'économie circulaire, on recycle le matériel, on le recycle, on le remet à utilisation et on met une garantie. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut connaître et qu'il faut peut-être diffuser, parce que si vous prenez un appareil comme celui-là, tout neuf, je ne sais pas combien ça vaut, mais en Envie Autonomie, vous pouvez l'avoir pour le tiers du prix lorsqu'on arrive à en faire. Attention, si la société civile que vous êtes n'est pas assez forte, d'ici 3 ans, Envie Autonomie n'existe plus. Parce que c'est aussi une question économique. Malheureusement, le handicap, c'est aussi une question économique. Donc la question économique, c'est que si la société civile, et je l'entends aussi pour vos problèmes en Afrique, si la société civile n'est pas assez forte, eh bien, il n'y a pas assez de mouvement. Si la société civile est forte, même l'État entend. Donc si vous êtes assez fort, il y aura beaucoup plus de choses dans le cadre au minimum de l'économie circulaire, sinon même de pleine économie, pour que le matériel soit rendu accessible également. Voilà. Alors, qui vient de répondre? Bonsoir. Merci pour les interventions. Ma question, c'est à l'endroit de Madame Mori. Vous avez dit que dans le centre, vous accueillez les personnes et les familles, les personnes porteuses de handicap et leurs familles. J'avoue que j'ai du mal à visualiser. Toute la famille vient, ou bien c'est juste un parent et l'enfant. Et quand le parent vient avec un enfant, c'est la maman, très souvent c'est la maman. Les autres enfants derrière, ils font comment? Et les familles entre elles, la cohabitation se passe comment? En fait, ça m'intéresse parce que là, la prise en charge d'une personne handicapée, je comprends. Mais d'une personne et toute la famille, j'ai un peu du mal à visualiser. Qu'est-ce que ça implique? Merci. Je peux répondre pour la première question. Oui, il y a voilà. Par rapport... Oui, voilà, je pense que, madame, vous avez tout à fait raison, parce que je pense que l'insertion ou l'inclusion dans la société pour le handicap, ça peut passer facilement déjà par la pratique du sport. Moi, j'étais très content de voir déjà au Congo le nombre de personnes qui arrêtent de faire la manche. Tout simplement, le fait d'être sélectionné à l'équipe nationale, ça lui donne une fierté. Donc, de lui-même, il prend conscience qu'il ne peut plus continuer à faire certaines choses qui peuvent lui rabaisser, entre guillemets. Donc, la pratique du sport, l'inclusion des personnes en situation de handicap, ça passera en tout cas plus facilement sur la pratique du sport. Et pour le Paris 2024, en tout cas, nous en ce moment, on est un peu à fond, si je peux dire, au niveau du Congo, parce que j'ai laissé des projets. Seul problème, moi je me demande, parce que là, à mon retour en France, je me suis donné un objectif de trouver des matériels, c'est-à-dire des fauteuils, des pratiques de sport. Parce qu'ils ont des fauteuils, mais je ne crois même pas que ces fauteuils-là soient homologués pour jouer au niveau international. Donc, ce sont aussi des problématiques qu'on peut toujours rencontrer, des matériels. Mais moi,
mon combat, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot combat, mais c'est vraiment me battre contre les politiques pour que le problème du handicap soit pris en compte. Et ça ne viendra pas de nous, ça viendra que des politiques. Mais nous, c'est à nous de faire à ce que les politiques prennent conscience de ça. Donc, comme vous travaillez dans ce domaine-là, moi je suis basketteur, si à la fin on peut avoir un petit échange pour voir peut-être aussi s'il y a une possibilité de collaborer dans ce sens-là pour les JO, le prochain JO, je suis disponible. Alors, c'est une courte réponse concernant la question de l'économie circulaire, etc. Et pour embrayer ce que Bruno a dit, alors la question est plus largement la question de comment est-ce que les préoccupations sociétales africaines, quelle peut être la contribution de la diaspora à la résolution de ces préoccupations. Il a dit, hein, la société civile peut faire des actions concrètes qui sont salutaires et qui sont bienvenues parce qu'elles vont aider 1, 2, 3, 10, 50, 100, 1000 personnes. Mais il n'y a que les politiques publiques qui peuvent mettre à l'échelle. Nulle part dans le monde, sur aucune question, la société civile n'est arrivée seule à la résoudre. Nulle part dans le monde et sur aucune question. Je le dis d'autant plus que j'ai travaillé pendant quelques années quand même sur les questions de politique publique dans nos pays africains où les acteurs internationaux ont tendance à faire croire à une société civile qui sont capables de se soutenir à l'État. Ça ne s'est vu nulle part, ça ne se verra nulle part sur cette terre, peut-être en mars. Et donc, la question des synergies de ce civil national est très importante. Ils arrivent à des résultats. Rapidement, en 2009, j'ai travaillé avec le NAGECAM et d'autres associations de personnes handicapées au Cameroun sur un projet qui était handicap et devoirs civiques. Et ce projet-là, la cible était de permettre à ce que les personnes handicapées puissent participer aux jeux politiques, notamment que les acteurs politiques dans l'élection présidentielle qui devaient suivre, même dans les programmes, mais aussi pour que le cadre législatif de participation, notamment le code électoral, soit inclusif. C'est-à-dire comment est-ce que la personne aveugle vote, comment est-ce que la personne en motricité, est-ce qu'il faut prévoir dans chaque centre de vote au moins un ou deux bureaux de vote où on peut aller sans monter les escaliers, etc. Des choses concrètes. Et ça s'est fait. Il y a eu toute une campagne ensuite par l'organe électoral où on a mis les personnes qui n'étaient pas d'honneur. Et ça s'est fait aussi parce qu'il y avait une alliance entre des associations de personnes handicapées et des associations qui ne sont pas ces personnes handicapées. Et au plan national, j'y ai contribué, etc., etc. Et donc, ce que je souhaite dire, c'est que il est important, c'est que les actions ponctuelles, elles sont bienvenues s'y réalisent, mais une vision globale nous impose, si on veut traiter de ces questions-là, d'impliquer toute la société civile, les différents acteurs, et de s'adresser à l'État. Vous avez parlé du nom, je ne veux pas être long, mais effectivement, moi j'ai vu des situations à Moura, à Yagua, à Kousseri, qui sont dramatiques et qui n'ont rien à voir, en tout cas, ce qu'on peut voir dans d'autres, parce qu'il y a, enfin, il y a une superposition de problématiques entre la question de la pauvreté, plus on est dans une région pauvre, plus la question de personnes en vivant avec le handicap suivie de manière dramatique. Il y a un corollaire qui est très important, j'ai vu plein d'articles qui montrent un corollaire très important entre le niveau de pauvreté d'une société ou d'un espace social, ou d'un groupe social, et sa vulnérabilité sur les questions de handicap. C'est un corollaire qui est établi. Et donc, il y a une synergie effectivement à avoir entre les différentes sociétés civiles thématiques, mais aussi plus globalement, avoir à l'idée qu'il faut s'adresser à l'État, vous l'avez fait, hein, il faut mettre en place les différents dispositifs de plaidoyer, de lobbying, etc. Et lorsqu'on y va, il arrive qu'on ait des résultats. Et je sais que ce qui est au Cameroun, la société civile travaille depuis une dizaine d'années pour la ratification de la Convention et du protocole facultatif. C'est toujours pas le cas, mais voilà. Je pense qu'il faut continuer à travailler ce sens-là, tout en faisant des actions ponctuelles, parce que les actions ponctuelles ne pourront pas résorber la question des 3 millions
de personnes handicapées qui est au Cameroun ou ailleurs? Alors, je vais peut-être faire juste un trait d'union entre ce que vous venez de dire et la question de monsieur, parce que moi, je rejoins pas mal monsieur là-dessus, et particulièrement sur le cas de Madagascar, par exemple, notre société civile est très impliquée en termes de lobbying dans la promotion et dans le changement des cadres réglementaires. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des initiatives de la société civile qui sont poussées à un tel point que l'État n'ose plus reculer. Tout ça parce que dans un gouvernement comme le gouvernement malgache, et je pense dans beaucoup de pays africains, l'État se désengage de ses rôles citoyens sur certains domaines, et voire même l'État démissionne de son rôle, il faut le dire, c'est comme ça. Et donc à Madagascar, pour pouvoir confronter l'État à ces responsabilités-là, la société civile a un vrai rôle, à condition que la société civile ait atteint un certain niveau de maturité, parce qu'on ne peut pas effectivement pousser des projets, que ce soit des projets de loi ou autres, si la société civile n'a pas atteint un certain niveau de maturité. Et là, pour le coup, sur des personnes en situation de handicap, la société civile fait un vrai travail. La même chose sur le cas à Madagascar, il y a un petit peu moins d'un mois, il y a seulement un petit peu moins d'un mois que l'interruption de grossesse sur motif médical a été légalisée. Jusque-là, l'IVG était totalement illégal à Madagascar, quelles que soient les raisons. Donc il y a un vrai travail de la société civile qui peut faire bouger les lignes. Donc, je pense qu'il y a un mi-chemin à trouver entre les deux, mais ce qui est certain, c'est que c'est une avancée à deux vitesses. Il faut d'abord qu'il y ait des projets de loi publique qui sont portés par l'État, et c'est la responsabilité de l'État, sinon l'État devient encore une fois démissionnaire de son rôle, mais il faut aussi que la société civile soit suffisamment mature pour porter des projets, pour porter des voix, et très souvent d'ailleurs pour porter des voix des populations qui ne sont plus entendues. Et à Madagascar, les personnes en situation de handicap ne sont pas entendues. Donc la société civile porte cette voix-là. Ensuite, je vais répondre joyeusement à la question de la jeune femme qui est très jolie derrière. Et en fait, à Madagascar, ce centre d'accueil des personnes handicapées a des horaires aménagés, c'est-à-dire que les familles viennent essentiellement sur des activités extrascolaires. Donc par exemple, on a organisé des sorties sur des concerts de musique classique, on a organisé des sorties à la piscine. Donc les parents sont là, et les familles d'ailleurs, les fratries très souvent, pour créer des moments ensemble avec l'ensemble de toutes les familles ayant des personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une espèce d'émulation autour des personnes qui partagent les mêmes handicaps, ou pas d'ailleurs, mais différents types de handicaps. Et puis ensuite, tout au long de la semaine, les enfants sont seuls, donc les parents viennent les déposer le matin, et puis les enfants suivent un cursus scolaire adapté, vont à la cantine, et ensuite le soir, soit ils restent en tant que pensionnaires, soit les enfants sont récupérés par leurs parents. Mais évidemment, les temps de partage familiaux sont des temps partagés très spécifiques, mais par contre, il nous tient vraiment à cœur de les rendre de plus en plus fréquents, justement, pour permettre cette bascule progressive, faire un retour à la vie normale et intégrée dans la vie de la société en général. Une dernière question, une question courte. Moi, je vous appelle, pour moi, c'est comme un appel, je vous appelle tous, vous qui êtes là ce soir, à nous laisser vos contacts, parce que si vous avez pu prendre le temps, nous avons une fiche là dehors, c'est vrai que par aberration, c'est que c'est mis fiche de présence, ça devait être mis fiche de contact, pour qu'on puisse, parce que comme on le dit, moi je ne crois qu'à une synergie, pour faire bouger les cas, comme pour faire bouger les lignes, quel qu'en soit le niveau. Il y a tellement de choses à dire, mais je préfère travailler derrière avec vous tous. Peter a toujours une question. Elle sera courte. Ouais, je vois Rosine qui avait fait un commentaire l'autre fois. Non, elle sera courte. Mais c'est peut-être aussi un petit commentaire pour apporter un peu de lumière. Alors, je vais peut-être commencer par un personnage qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Et nous sommes en 2021, l'année prochaine ce sera 2022, et lorsqu'on va remonter 800 ans avant, en 1222, est passée dans le ciel du Mali une comète qu'on appelle la comète de Halley. Et lors du passage de cette comète a été intronisé Soundiata Keïta, qui était c'est un grand personnage qui a marqué l'histoire. On entend beaucoup les révolutionnaires africains de Saint-Domingue, Haïti, qui s'est soulevé, mais en Afrique, contre la traite arabo-musulmane, il y a un grand personnage, qui est Soundiata Keïta, qui
été en situation de handicap dès le bas âge. Donc voilà, c'est pour dire que je souscris totalement avec toi sur la force, l'énergie, voilà, tout l'enthousiasme. Alors, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est que Madagascar, Cameroun, Congo, j'ai l'impression qu'il y a presque des situations similaires, en fait, par rapport à la prise en main, en tout cas, de cette situation. Et là, on n'a que 3 pays, mais en fait, certainement, si on en avait 50, peut-être que les autres pays allaient dire pratiquement la même chose. Donc ça veut dire que le problème est général, et même ici en Occident, il y a énormément de luttes qui... Alors, pourquoi je disais que ça me gêne, c'est parce que, d'une part, après vraiment votre brillante intervention par rapport à Madagascar, pour quelqu'un d'autre sur Madagascar qui est content de voir le chef d'État résister face à la question, par exemple, je ne sais pas, de la santé, ou la question des îles éparses, hein, qui fait partie quand même des biens, des éléments qui appartiennent à Madagascar, quelqu'un dira « Ah, c'est génial, le président de Madagascar, il est top ». Et puis un autre dira la même chose pour le président du Congo si sur un autre agenda, il aura été soit direct avec les Occidentaux et puis un autre sur le Cameroun, et ainsi de suite. Et donc, c'est très difficile de faire corps vraiment ensemble lorsque, quelque part, il y a des gens qui vont revendiquer des choses en disant « voilà ce qui se passe chez nous », et puis il y a d'autres qui disent « ah, notre président, il tient tête sur telle chose ». Et tout. Par contre, ce qui peut être très très important et fort, mais vous l'avez déjà dit, vous aviez déjà cette initiative avant, et puis je souscris totalement à ce que Benzang disait tout à l'heure par rapport à la société civile, c'est vraiment de créer cette synergie-là, de créer une force comme ça, et de profiter de certains instants, même si on n'aime pas trop certains bâtiments comme les Nations Unies, mais voir comment est-ce que dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine, il y a un gros programme qui est en place, qui n'est pas un programme qui va être imposé par les gens des Nations Unies, c'est vous-même en fait qui pouvez articuler un programme sur la question de l'handicap dans différents pays, une dizaine de pays, mettre en place un colloque sur le plan international pour que les énoncés de ce colloque puissent décliner dans les États et qu'on puisse mettre la pression à ces États-là. Je le dis parce que, effectivement, dans certains pays, ils vont beaucoup plus privilégier d'autres axes que l'handicap. Et en fait, c'est à chaque corps, en fait, chaque corps qui doit faire corps avec nous tous, qui sommes, en tout cas, novices, et que vous êtes des spécialistes et que vous nous apportez des éléments pour qu'on vienne en soutien et qu'on fasse vraiment force autour de ça. En tout cas, je vais finir par quelque chose, juste pour illustrer ce que je viens de dire. Je vais finir par... quand j'allais à l'école, alors toi tu parlais de... Moi je parle vraiment des CO, CM2, après c'est 6e, 5e. 5e, nous on appelait ça 2e CO, chez nous. Hein? Premier CO, c'est 6. Bon, voilà. Et on avait un prof, Moujos, ce prof-là, à chaque fois, durant la semaine, chaque élève avait droit à une punition. Mais elle ne comprenait pas. Même si tu es gentil à l'école et tout, il s'arrange par tous les moyens pour qu'on soit puni. Et que se passait-il? C'est que la punition, on devait ramener soit un balai. Si tu es puni une fois, tu ramènes un balai. Si tu es puni 3 fois dans la semaine, tu ramènes 3 balais. Et puis le samedi, quand on allait au marché, on voit une femme là qui vend plein de balais. C'était la femme de ce prof-là. Alors pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple pour dire simplement que ce professeur, dans un pays aussi riche comme celui-là, je parle du Congo, et que son salaire ne le permettait pas d'honorer toute sa famille, a trouvé une formule qu'on peut considérer idiote, mais bon, c'est sa formule, pour pouvoir assurer voilà, sa progéniture, et quand on l'expose comme ça, effectivement, ça peut faire rire, mais c'est pour dire qu'effectivement, voilà toutes les priorités qu'il y a dans nos différents États, et foncez, nous on sera là, en tout cas on sera nombreux à souscrire et puis à apporter au plus haut vos revendications. Je pense que nous allons terminer là, puisque je pense qu'on a déjà dépassé 1h30. En tous les cas, si on devait le résumer, c'est qu'il y a des réalités qui sont à la fois similaires, mais vous avez
également un paradigme, comme disait Romy tout à l'heure, qu'il faut changer, c'est-à-dire le regard que l'on porte sur le handicap et sur les personnes en situation de handicap, que tu as mis en mots à travers deux poèmes, Marguerite. Ce qu'on doit retenir aussi, c'est la synergie que l'on doit trouver et renforcer entre les pouvoirs publics et la société civile. C'est le cas d'ailleurs dans le cadre du réseau régional multi-acteurs, hein, qui fait place, qui succède à la coopération internationale du Conseil régional. Après le constat suivant, c'est-à-dire que les acteurs du tissu associatif, finalement, ne pouvaient pas avancer réellement, concrètement, avec des impacts qui soient visibles et durables, parce qu'elles n'avaient pas forcément le soutien des institutions locales. Donc il fallait changer de méthodologie, il fallait changer de paradigme. On passe aux remerciements. Donc nous remercions Marguerite Abouldé, qui est donc, on le rappelle, la responsable du socle de 237. Romy Angenarsou, qui est la marraine de Simbana Mzour, le handicap debout à Madagascar. Joseph Somme-1, qui a travaillé sur les politiques publiques, notamment à l'Union africaine, et qui s'intéresse particulièrement aux questions qui sont soulevées par la société civile, et aujourd'hui d'intervenir sur le handicap en Afrique. Et enfin, Bruno Lobé, qui nous a apporté donc, tout son quotidien, qu'il s'agisse donc de son enfance et son adolescence donc au Cameroun. Donc, au Congo, pardon, excusez-moi. Et en dernier lieu, nous remercions donc l'ADEPT qui assure la formation, qui aide et qui soutient donc les associations issues des diasporas en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et bien sûr, on remercie le Festival des Solidarités qui est organisé par la Maison des Citoyens du Monde en ce qui concerne sa déclinaison nantaise. Et enfin, l'espace international Cosmopolis pour son accueil chaleureux et qui nous permet de faire des rencontres comme celle-ci. Merci à tous. En dehors de la conférence, je voulais savoir, est-ce que Clara, tu voulais... ADEPT, c'est une fédération. Clara étant là, moi je suis membre du conseil d'administration, commissaire en charge de la vulnérabilité, dont il y a une commission vulnérabilité. Clara étant venue depuis la Belgique, peut-être elle aura un mot à dire. Elle est de l'équipe technique et peut-être qu'elle aura un mot à dire. Moi, en tant que membre du conseil d'administration, moi je vous invite déjà à la commission vulnérabilité et c'est pour ça que je demande à beaucoup d'entre vous, à tout le monde de s'inscrire pour que vous puissiez voir au travers de cette commission-là comment ADEPT fonctionne. Et donc c'est vraiment une association pour les diasporas qui est assez importante. On a parlé de la société civile. Je crois qu'on ne peut être fort que si on se met ensemble. Et au travers d'ADEPT, c'est bien une plateforme où ces différents pays d'Europe, au sujet de l'Amérique latine et autres, je ne sais pas, c'est les diasporas africaines. Pas seulement. Et aussi les diasporas de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Non, les diasporas africaines établies dans différents pays de l'Europe. Donc, c'est les diasporas africaines. Donc, le président en Autriche, moi je suis membre du conseil d'administration, je suis en France, d'autres sont en Angleterre, d'autres sont ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une plateforme de la diaspora africaine, mais en Europe. Donc, je ne sais pas si Clara voulait dire, tu t'es quand même déplacée, nous dit bonjour, et puis voilà. Elle est de l'équipe technique, donc voilà, elle peut quand même dire bonjour, parce qu'elle est là.
Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je pense que la rectification de Marguerite, effectivement, c'est de dire qu'il y a des plateformes qui regroupent des organisations de la diaspora, de toutes les diasporas. Là, ADEPT, effectivement, c'est une plateforme qui vise vraiment à mettre en lien les organisations de la diaspora africaine établies en Europe. Donc voilà, effectivement, en Slovénie autant. Et c'est vrai que ça fait écho, je pense, à ce qui s'est dit. C'est en fait le rassemblement à la représentation qui contribue à faire une société civile forte et qui donne le pouvoir pour aller ensuite voir les pouvoirs publics. Et c'est pas pour rien qu'effectivement ADEPT a été installé en Belgique, à Bruxelles. C'est pour aussi être proche parfois de certaines instances qui prennent des décisions pour la société civile sans la société civile. Voilà, mais c'est tout ce que je pourrais dire. Je pense que Marguerite, qui est dans le conseil d'administration, sera beaucoup plus à même de vous éclairer. Merci à tous en tout cas. Est-ce qu'on peut vous poser une question à ADEPT? Oui. Ouais, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on entend quand même, un cri légitime de ceux qui voient ce qui se passe dans nos pays. On se contient. C'est une organisation qui est européenne, tant mieux, donc qui peut pousser au niveau du Parlement européen. Oui. Est-ce que l'organisation s'est clairement positionnée politiquement pour dénoncer un certain nombre de comportements mous dans nos pays comment est-ce que l'organisation se positionne politiquement? Je dis politiquement, pas au niveau de l'aide d'urgence. L'aide d'urgence, c'est comme ce qui s'est passé à Davier. À Nantes, ici, on a vu comme un zoo humain plein de gens qui étaient tassés. Et il y a d'autres personnes qui étaient là pour les aider en urgence, parce que quand il y a un malheur, il faut aider en urgence. Mais si on n'a pas un plan politique à long terme, eh ben, ça sera une aide éternelle, en fait, avec des ONG. C'est de savoir si ADEPT est politiquement positionné là-dessus. Sur ce point, nous vous invitons à ADEPT, parce que c'est des points assez vastes, et il y a des sujets, il y en a. Nous vous invitons donc à ADEPT. ADEPT, c'est vraiment une association ouverte, et qui va loin. Nous nous retrouvons avec des dirigeants parfois, même des pays africains, sur certaines thématiques. Donc, il serait mieux que vous nous rejoigniez, et plus près, on peut vous donner la documentation, tout ce qu'il faut. Ce que vous savez déjà, c'est que ADEPT rassemble la diaspora africaine en Europe. C'est déjà pratique. Il y a plusieurs choses. On travaille beaucoup sur le plaidoyer. Donc, certains sujets que vous évoquez peuvent se retrouver. Donc, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas le lieu ici. Le président du conseil d'administration ne va pas mandater pour dire oui, nous répondons à telle problématique. Mais je dis, il y a déjà le plaidoyer assez fort à ADEPT, et donc il faut être là pour que ensemble la société civile soit forte. Parce que c'est parfois ça, notre problème, c'est qu'on veut que ça marche, mais que ça marche pendant que nous sommes absents. Moi, j'invite même les associations à s'inscrire. Moi, je me suis inscrite à ADEPT comme ça au début, à tout hasard. Aujourd'hui, je vois que c'est une organisation forte dont nous en avons vraiment besoin. Et le fait que c'est stratégique que ADEPT se soit installé en Belgique, c'est vraiment pour être coude à coude, et je peux vous dire que c'est concret avec ces instances-là. Maintenant, ce qu'il y a de pour que les choses avancent, il faut que nous soyons là. Et ensemble, on va faire bouger les lignes. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura encore la petite vidéo ou pas? Nous sommes en train d'aller à la fin de cette soirée. Je vous prie de ne pas trop vous presser. On est à 19h. Ça dure 7 minutes, c'est ça? Pardon? La vidéo qui était envoyée de la Belgique? Non, pas de la Belgique. Ça a été fait ici. Ouais. Oui, par une entreprise ici. D'accord. Ici. Donc, s'il y a quelque chose à mettre là. Et puis, ce que je vais dire à la fin, c'est que pour vous dire merci, acceptez que nous avions un petit cocktail prévu à 19h. On a arrêté justement à 19h, et puis la personne en charge me dit, je suis en route, j'arrive là dans 10 minutes. Donc, acceptez ça, et pendant que nous continuons à échanger avec certains d'entre vous, une société civile forte, c'est aussi
nous tenir. Je remercie ceux qui se sont inscrits par Internet. Je vois Asma qui est là. Et peut-être que j'ai oublié votre nom, mais ça me dit quelque chose. Je vous remercie particulièrement. Je remercie tous ceux qui sont là. Vraiment, nous sommes très contents de vous avoir. Vous voyez que le sujet est vaste. Il s'agit des millions de personnes. Le Cameroun seul doit avoir minimum 3 millions. Comme je connais le Cameroun, excusez-nous d'en parler toujours. Un pays aussi vaste que le Congo, et avec toutes les guerres que vous connaissez, je crois qu'il pourrait aller au triple de ce qu'il y a au Cameroun, vu sa superficie et sa population. Donc nous sommes là dans quelque chose qui concerne l'humain. Et si vous pouvez vivre ça, les témoignages, moi je suis en train d'écrire ma biographie. Parfois quand je l'écris, je me mets encore à pleurer parce que je me dis, ah, je suis vraiment passée par là. Parce qu'il y a des choses tellement difficiles à dire que si on se met à raconter ça avec passion, on vous prendrait toute la soirée. On veut aller à l'essentiel parce qu'on veut vous garder. On veut que vous qui avez pris de la peine, que vous soyez nos avocats auprès des instances, que vous soyez auprès de nous, que vous soyez, et qu'ensemble, on puisse résoudre certains problèmes. Parce que je vous dis, c'est une réalité très, très, très forte. Très, très forte parce que moi, je ne veux pas toujours parler du Cameroun. Quand vous allez même pour travailler sur le handicap, parfois, ce n'est pas le plus évident. Le fonctionnaire d'à côté qui vous regarde venir de la France travailler sur le handicap. Je me souviens dernièrement, j'étais en train de légaliser une association. On m'a exigé d'écrire que l'association ne recevra pas de subvention. C'est vrai, c'est une loi. Mais comment voulez-vous qu'une association qui travaille sur la vulnérabilité signe qu'elle n'acceptera jamais? Parce qu'on se dit à l'international, on fait financer du n'importe quoi, et c'est vrai que ça arrive parfois, mais c'est des choses dans la pratique. Nous qui avons des petits-enfants, vous ne pouvez pas avoir, comprendre la joie que moi j'ai aujourd'hui, quand je regarde mon petit enfant de 8 ans à l'école, qui récite déjà l'alphabet en faisant ça, moi-même je ne sais pas, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et que je sais qu'avec ça il va écrire, il va arriver à avoir le bac. Je me dis, si c'est pour ça qu'il fallait que je sois dans le handicap est une chance, comme Bruno l'a dit. Parce que ça permet vraiment de voir des choses. Donc, s'il y a la petite vidéo, je ne sais pas. C'est parti. Jour après jour, bénévoles, associations, institutions se mobilisent et agissent pour apporter leur aide en Afrique. De nombreux bénévoles apportent leur soutien et créent des projets d'envergure pour lutter contre l'indifférence et venir en aide aux plus démunis. Ainsi, par exemple, Socle du 237 recueille du matériel pour personnes à mobilité réduite et les redistribue au Cameroun. Socle du 237 a également créé une école pour des enfants autistes, des enfants sourds et muets. La diaspora du monde entier se mobilise et agit. Cette mobilisation permet la réalisation de projets divers, comme cette ferme coopérative agricole à Goutiri. Parmi les autres actions de la diaspora, citons aussi le centre à l'accueil et l'éducation des handicapés d'Antananarivo, de Romy Adriana Rizoa.
mais aussi le travail de l'association Une béquille pour la vie, qui offre les équipements, comme des béquilles bien sûr, des fauteuils roulants. Alors que vous ayez un handicap ou non, vous aussi, vous pouvez agir ou encore faire un don. Ensemble contre l'indifférence, nous sommes tellement plus forts ensemble. Merci. Vous voyez, quand nous regardons la petite vidéo, nous on a reçu un local de la mairie au Cameroun, mais vous voyez dans quel état le local est. Il faut le refaire, il faut faire des choses dont il faut même sensibiliser les parents pour qu'ils acceptent que l'enfant aille à l'école. On est dans tous les sens. Vous voyez ces projets-là. Peut-être d'autres qui ont vu leur projet passer là, ils peuvent peut-être vous dire tout ce qu'on vit avec ça. Je vous dis, ce n'est pas le plus évident. Nous, aujourd'hui, un peu par petitesse, on y va parce que l'agrément, pour qu'on nous donne l'agrément dans une zone où il n'y a même pas d'école, ben, le fonctionnaire n'est pas très content de pouvoir faire avancer ce genre de dossier, parce qu'ils se disent que certainement on en a tellement trop que voilà, c'est peut-être pour ça qu'on s'engage, ce qui n'est pas forcément le cas. Le handicap à 2 ans. Et à cause de la bienveillance des hommes, j'ai commencé l'école très tôt, dans les 4 ans. Cela m'a permis d'avoir un cursus scolaire normal, alors que d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là n'ont jamais pu aller à l'école et ils sont très nombreux. C'est une personne handicapée qui offre en collaboration avec la mairie de Malmayo. Je suis tellement émue. Handicap is not fatality, it is a situation which is not the end of all. Awulbe is living in France, and through there we get all these things called vulnerable person. Regardez, qui est cette personne? Elle va se présenter devant. Je suis Marguerite Awulbe, je suis présidente de l'association Socle du 237 qui travaille sur le handicap au Cameroun. Je ne vais pas parler des zones prioritaires, mais des zones d'introduction. La zone d'introduction aujourd'hui, c'est le Cameroun. C'est là où nous avons introduit et depuis 6 ans déjà, nous sommes toujours à l'introduction. Ce qui montre que ça ne va pas vite. Quant à la priorité, c'est vraiment pour toute la couche. Je crois que c'est un début. Ce partenariat au niveau de l'étranger nous permet effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes. Présence des élus. Il y a une diaspora utile. Il y a une diaspora utile. Je crois que à travers le geste de la société civile 237, nous avons pu toucher le cœur des Camerounais. Quelqu'un qui apporte sa part, sa petite contribution à la société africaine et plus particulièrement en Afrique centrale, dans un pays. Je milite pour plusieurs causes au sein des associations. Je suis présidente d'une association dénommée Socle du 237
qui travaille sur des sujets de la société civile, particulièrement sur le handicap. Alors, j'ai découvert, et pas tout seul d'ailleurs, on était à plusieurs à découvrir un super document sur ton travail au Cameroun. Et j'aimerais savoir comment penses-tu développer ces activités autour de l'handicap? Le handicap en Afrique a un sérieux problème, c'est que nous avons des textes qui existent déjà là-bas, qui sont aussi normaux que ce qu'on peut trouver dans tous les pays du monde. Mais nous avons d'abord de la peine à concrétiser ce que nous avons dans nos textes. Nous avons aussi un autre problème, c'est que dans le monde du handicap, c'est les personnes vivant avec le handicap eux-mêmes qui travaillent sur ces sujets. Et quand on sait que ces personnes-là sont parmi les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, même en Europe, vous comprenez que quand en Afrique, c'est eux-mêmes qui doivent encore porter cette cause, la cause est d'autant plus lourde que ceux qui la portent n'ont pas les moyens, mais nous faisons notre bout de chemin, on y va tout doucement. Comment est-ce que je vais arriver? C'est avec votre soutien, c'est avec le soutien de tout le monde. Le 13 novembre prochain va se tenir un bel événement à l'espace international Cosmopolis de Nantes. À Cosmopolis, nous allons présenter une conférence, c'est un échange sur le handicap en Afrique au XXIe siècle. Nous savons que dans l'histoire du handicap, dans toutes les sociétés du monde, le handicap a été sujet à des préjugés. Et en Afrique aujourd'hui, ça continue un peu plus. Et donc, il y aura un échange autour d'une conférence. Nous allons aussi présenter une petite vidéo sur le handicap. Et puis, nous lirons quelques points. Mais le grand centre, vraiment, c'est cet échange-là avec le public sur ce que le handicap est encore en Afrique aujourd'hui. Bien, en tout cas, merci Margot. On espère vivement que le 13 novembre, nous allons déconstruire un certain nombre de préjugés que nous avons. Aujourd'hui, nous travaillons avec ADEPT, qui est une organisation de la diaspora qui est basée en Belgique. Les membres d'ADEPT sont de différents pays en Europe et qui nous apporte son coup de pouce. Nous n'oublions pas qu'à Nantes, nous avons déjà eu un coup de pouce du département et de la mairie pour sensibiliser sur l'autisme. Nous croyons qu'avec l'apport de tout ce monde et bien d'autres, je ne vais pas citer ici des individus il y en a pas mal quand nous lançons des tombolas qui participent. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment avec cet apport de tous. Il y a un reportage qui est en cours de réalisation. Donc, pour ceux qui souhaitent donner leur avis, nous pouvons prendre des photos, nous pouvons les enregistrer. Donc, vous adressez aux opérationnels. En gros, on va le faire de manière freestyle. C'est que comme la nourriture arrive un petit peu en retard et que la session est terminée, on peut profiter avec la sœur Anaïs qui est là. Ceux qui veulent s'exprimer pendant 1 minute dans un petit coin. Même 30 secondes, parce que... On va prendre le son. 30 secondes, en fait, c'est long quand on est interviewé. Mais même des photos, en fait, des photos derrière-plan, c'est pour un documentaire qu'on va suivre Marco dans les jours à venir. C'est pas un plutôt des photos. Ouais. On peut faire des photos. Comment? Ben, en fait, avec les intervenants.